Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 58e épisode. Cet épisode est la suite du 57e, dans lequel je vous racontais une histoire de Lude, mon alter ego, qui vous présentait une histoire intitulée « Reportage exceptionnel, ma visite à l'école des esclaves sexuels ». Il va sans dire que là je vais continuer l'histoire, c'est la deuxième partie, donc si vous n'avez pas écouté la première partie, vous allez absolument rien comprendre. Vous comprendrez même pas exactement quelle est la relation entre Lude et moi-même, donc il faut absolument que vous écoutiez la précédente histoire. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur mon site podcast.univers-bdsm.info, c'est simple, c'est l'épisode précédent de la liste. Par contre, si vous l'écoutez sur une des plateformes de podcast ou sur YouTube, il faudra que vous reveniez en arrière dans le temps dans les listes pour trouver le précédent qui aura été publié une semaine avant la publication de celui-ci. Je vais maintenant céder la parole à mon alter ego, Lude, pour qu'il vous raconte la suite et la fin de cette histoire. Une dernière chose avant de commencer, en ce moment je suis un peu enrhumé, donc si vous sentez que je parle un petit peu du nez, c'est la raison. Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute pour la fin de cette histoire. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de mon histoire. Je vous rappelle extrêmement brièvement ce qui s'est passé, ce que j'avais raconté dans l'épisode précédent. J'avais trouvé, comme je l'avais décrit donc, de façon très imprévue, pendant que je faisais une enquête sur différents sujets BDSM, une piste qui m'avait amené vers quelque chose de très surprenant, l'existence d'une école dans laquelle on formait des esclaves sexuels. Dans la partie précédente, j'avais donc expliqué comment j'avais contacté les personnes qui s'occupaient de cette organisation, que j'étais pas sûr que c'était vrai, mais que j'avais réussi à les convaincre de m'octroyer un rendez-vous. J'avais expliqué comment j'étais allé à ce rendez-vous très tôt le matin, comment ils m'avaient, pour ainsi dire, kidnappé pour m'emmener donc dans la fameuse école, et ensuite j'avais raconté comment dans cette école j'avais rencontré le responsable officiel, le fameux Monsieur Peter, et celui-ci m'avait donc présenté un certain nombre de choses, avait répondu à un certain nombre de questions, avait évité de répondre à certaines autres, et m'avait présenté notamment quelque chose qui m'avait marqué. C'était cette fameuse brochure de présentation qui présentait un certain nombre de filles qui avaient donc été vendues par l'école les années précédentes. Une lecture qui m'avait fortement surpris et fortement marqué. Enfin, j'avais terminé mon histoire en expliquant quel était le déroulement moyen d'une journée dans cette fameuse école. Maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter ma visite concrète des locaux de l'école, c'est-à-dire une fois sorti du bureau du fameux Monsieur Peter, puisque jusque-là, je n'avais pas en fait vu grand-chose, j'avais vu quelques couloirs, quelques corridors un peu anonymes, des bureaux qui ressemblaient aux bureaux de n'importe quelle société, parce que on se serait vraiment cru, franchement, dans la partie administrative d'une société quelconque. Mais tout ça, ce n'était qu'apparence, je le savais bien sûr, et j'étais impatient de découvrir le reste, c'est-à-dire la vraie partie école, entre guillemets, qu'on m'avait promis que j'aurais le droit de visiter. Eh bien, accrochez-vous parce que là, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai vraiment visité les locaux et que j'ai rencontré les vraies personnes, les filles qui sont formées, mais aussi des clients et des clientes. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Première partie, mes premiers pas à l'intérieur de l'école elle-même. Une fois donc terminées les présentations générales et une fois que Monsieur Peter ait répondu à un certain nombre de mes questions, dont j'ai déjà parlé précédemment, nous sommes enfin sortis de son bureau pour aller vraiment voir qu'est-ce qui se passait dans cette école, et en tout, là je fais un saut en avant, on m'aura fait visiter 4 étages, en plus du garage par où j'étais arrivé comme j'avais raconté dans l'épisode précédent. Évidemment, j'avais l'œil aux aguets et j'ai conclu un certain nombre de choses qu'on ne m'a pas dites. Notamment, en regardant les boutons des ascenseurs, par exemple, je me suis rendu compte que ou plutôt les bâtiments dans lesquels j'ai circulé avaient 5 étages, en plus du rez-de-chaussée, évidemment, et 2 sous-sols, dont le premier était sans doute le garage par où j'étais arrivé. Chacun des étages que j'ai pu voir, même si je n'ai visité qu'une toute petite partie, évidemment, était grand, c'était vraiment grand. Plus grand que ma propre résidence, et pourtant j'habite dans un très très grand lot d'immeubles,
avec plus de 700 personnes, donc là, j'estime que cette école doit être encore nettement plus grande au final. Probablement qu'il n'y a pas tant de personnes que ça, mais par contre qu'il y a un certain nombre de salles qui sont assez grandes et utilisées pour tout un tas de choses, tout un tas de services. Par exemple, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a toute une activité de restauration qui n'existe pas dans un immeuble normal. Une des grandes choses aussi que j'ai notées, c'est que la totalité de l'école, partout où je suis passé, était fermée sur l'extérieur, c'est-à-dire aucune fenêtre ne donnait vers l'extérieur. Elles étaient occultées, il y avait même des fois des barreaux. Enfin, en résumé, on se serait un peu cru dans une prison. Et si on y pense, il y avait un peu de ça dedans quand même. J'avais déjà dit que je savais pas du tout où j'étais, mais quand même, je me demande, je pense que cette école doit pas être très loin de Paris, probablement dans une des villes qui sont juste à la périphérie. Probablement pas à Paris même, parce que je vois pas vraiment où pourrait se caser un tel lot d'immeubles. Et puis, clairement, on était dans un quartier très tranquille, parce que même si tout ça s'était fermé, les bruits de circulation, on les entend quand même, quand on est notamment dans Paris. Ça traverse les murs et ça passe par-dessus les immeubles. Là, on entendait, pour ainsi dire, rien. Donc, j'en ai déduit qu'on était vraiment dans une zone un tout petit peu à l'écart. Probablement pas trop à l'écart non plus, mais un petit peu à l'écart. Quant au personnel de l'école, il y avait des gens partout. Plus que je n'avais soupçonné au départ, en fait. C'est vraiment une grosse organisation qui est derrière ça. Je voyais donc des personnes qui circulaient dans les couloirs, qui s'étaient arrêtées près de machines à café, qui entraient et sortaient de salles diverses. Je saurais pas vous dire combien j'en ai croisé, mais il y en avait des dizaines, c'est sûr. Et la façon dont je les ai reconnus, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que ces personnes, hommes et femmes, étaient des personnes qui étaient habillées. Et les différents invités, hommes ou femmes aussi, qui étaient autorisés à circuler dans l'école, du moins dans un certain nombre de zones, portaient un badge tout à fait particulier qui indiquait que c'était des visiteurs. En plus de ça, les personnes comme ça qui circulaient dans les couloirs étaient toujours accompagnées. Moi, j'ai pas eu à vraiment être accompagné parce que j'étais déjà accompagné par Monsieur Peter, mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais eu 1 ou 2 gardiens avec moi. Et à chaque étage, comme j'ai l'œil, je me suis rendu compte qu'il y avait, en plus, clairement des personnes qui étaient là pour l'administration. Il y en avait clairement, c'était plus ou moins des gardes, des gardiens, des surveillants, des surveillantes. Et je voyais que c'était pas des personnes qui avaient juste un rôle, par exemple, administratif, parce que même s'ils faisaient mine de rien, je les voyais bien zioter, vous voyez ce que je veux dire? Ils regardaient là, etc. Ils étaient sur leur garde. Ils avaient l'air de rien, ils avaient un habit parfaitement normal. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de hors du commun chez un certain nombre d'entre eux. Du coup, être avec le fameux Monsieur Peter, ça m'a vraiment aidé parce que sans ça, je me serais fait prendre au collet au bout de quelques dizaines de mètres à peine. Et puis de toute façon, d'être avec lui, ça m'a évité de me faire un peu trop vérifier de près, d'avoir apporté un badge et d'avoir des gens qui me ziotaient sans arrêt pour bien me vérifier ou qui me suivaient, ce qui aurait été plutôt désagréable. Deuxième partie, des visites intéressantes. Les 2 premiers endroits où Monsieur Peter m'a accompagné, ce sont clairement les endroits qui étaient les plus intéressants, et franchement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et croyez-moi, il y a de quoi, parce que je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai vu, mais laissez-moi vous dire que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faudrait vraiment le voir par vous-même pour comprendre vraiment ce que c'était, et c'était impressionnant. La première chose que nous sommes allés voir, c'était un étage dans lequel se trouvaient les cellules et les cages. Cet étage, c'était quelque part dans le sous-sol, dans l'un des sous-sols, et c'était l'endroit où dormaient donc les filles qui étaient formées pour être donc esclaves sexuels. C'était vraiment impressionnant. Je me suis rendu compte tout de suite que c'était un ancien sous-sol, probablement un ancien garage, un parking, très grand, parce que cet immeuble, ce lot d'immeubles était vraiment grand. Et il avait été totalement modifié, il y avait toute une partie assez grande qui avait été complètement refaçonnée visiblement et qui avait été divisée en plusieurs couloirs le long desquels se trouvaient des cellules individuelles qui étaient pas très grandes mais qui étaient quand même pas minuscules non plus et qui étaient assez nombreuses parce que moi je n'ai vu que le début en fait d'un des couloirs. Mais Monsieur Peter, il m'a expliqué que au maximum, il pouvait héberger 120 filles à la fois. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins 120 de ces cellules dans les différents couloirs. Ce qui était quand même déjà énorme et ça m'a vraiment impressionné. Évidemment et heureusement, j'ai eu l'opportunité de visiter rapidement une des cellules en question. Elle était vide évidemment puisqu'on était en pleine journée. Alors en soi, il n'y avait pas tellement de choses à voir parce que c'était quand même assez petit.
peut-être quelque chose du genre 3 ou 4 mètres de long sur 4 mètres de large, quelque chose comme ça. Mais la cellule, en fait, elle était plutôt vide. Il y avait un petit placard qui était destiné à ranger les affaires personnelles autorisées pour les candidates, pour les filles qui étaient formées, des ustensiles de toilette, une chaise et une petite table, un peu de matériel pour pouvoir écrire, et c'était à peu près tout en fait. Le sol était couvert d'un carrelage en blanc cassé, mais qui faisait pas froid. J'ai été toucher le sol parce que je me disais, vu comment c'est chez moi, ça devait être un peu glacial, mais non, c'était un peu tiède. Et en fait, je me suis aperçu et j'ai demandé que tout était en fait chauffé de cette façon-là par le sol. Et évidemment, on s'en douterait, ils n'allaient pas laisser leurs filles prendre des rhumes ou avoir différentes maladies, faute d'avoir eu suffisamment de chauffage. Surtout que celles-ci sont en permanence nues, mais ça, je vais y revenir. Il y avait un système d'aération qui ventilait en permanence de l'air frais et un éclairage qui venait du plafond, des grandes dalles, un éclairage très moderne avec des LED qui éclairaient toute la pièce. Je me suis aussi aperçu que dans un des angles, près du plafond, il y avait une caméra de surveillance. Vous savez, les caméras de type rotative qui sont capables de tourner dans un peu toutes les directions. Je me suis rendu compte que c'était aussi une caméra à infrarouge. Je m'en suis rendu compte tout de suite parce que j'ai reconnu le système pour en avoir moi-même utilisé pour différentes raisons. Donc je sais comment ça fonctionne et je sais exactement quel est le genre d'appareil en question. Donc tout de suite, j'ai compris à quoi ça servait. Et évidemment, quand j'ai demandé, ils m'ont confirmé qu'il y avait du personnel qui en permanence gardait un œil sur ce qui se passait. Évidemment, pendant la nuit, parce que le jour, il n'y avait personne dans les cellules en général. Et ça leur permettait, par exemple, de se rendre compte s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelqu'un qui était malade, ou dans le pire des cas, quelque chose de grave comme un incendie, quelque chose comme ça. Et la dernière chose qui était contenue dans la cellule et que j'ai gardée pour la fin parce que c'était la chose qui était marquante, c'était la cage. Sur un des côtés, quand on entrait dans la cellule, il y avait donc une cage en métal avec des barreaux assez épais. C'était une construction plus sophistiquée que ce à quoi je m'attendais, ce qui avait du sens, parce que franchement, vu les moyens qui étaient mis, ils n'allaient pas se contenter d'acheter une petite cage pour chien dans une animalerie. La cage était fixée au sol, évidemment, et vraiment elle était constituée de gros barreaux au point qu'on pouvait à peine passer le bras entre les barreaux. Au sol, il y avait un petit tapis pour éviter un contact direct avec la cage elle-même, et la cage était quand même assez petite. Elle était un peu trop basse pour s'asseoir, un peu trop courte pour s'allonger, mais Monsieur Peter m'avait expliqué qu'il y avait plusieurs modèles qui étaient utilisés en fonction des gabarits des filles qui étaient dans chacune des cellules, parce qu'évidemment, il y en a certaines qui sont nettement plus petites ou nettement plus grandes que la moyenne. Une autre chose que j'avais remarqué, c'est que attaché à un des coins de la cage, il y avait un tuyau qui pendait. Ce tuyau, ensuite, il était roulé et il disparaissait à l'intérieur du mur en hauteur. En fait, il aboutissait à un petit robinet qui permettait aux filles de boire à n'importe quel moment, puisque, évidemment, si elles étaient enfermées pendant la nuit, ça aurait été un problème de ne pas pouvoir accéder au moins à de la boisson. Une chose m'avait surprise quand j'étais entré, c'est qu'il n'y avait pas de toilette dans la cellule. Moi, j'aurais pensé qu'il y en aurait, mais j'étais peut-être un peu naïf. Quand j'ai posé la question, Monsieur Peter m'a répondu que tout ce genre de choses, c'est-à-dire les toilettes, les douches, etc., tout ça, c'était commun. Et il y en avait qui étaient accessibles facilement un tout petit peu plus loin dans le corridor. Et il m'a raconté aussi que, à l'intérieur de l'école, pour les élèves, il n'y avait pas de vie privée, pas de pudeur qui était autorisée en dehors de la période où elles étaient enfermées dans leur petite cellule. Il n'y avait pas de porte aux toilettes, pas de porte aux douches, etc. Et il m'a aussi expliqué que l'absence de toilettes dans les cellules faisait partie du fameux entraînement à l'obéissance absolue dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, qui proclamait donc qu'aucune action ne pouvait être entreprise par les élèves sans l'accord soit de leur propriétaire, soit, évidemment, pendant qu'elles étaient à l'école, du personnel de l'école. C'est là que vous commencez à vous rendre compte que le régime était plutôt strict. Un peu plus bas que le robinet dont je viens de parler, il y avait aussi une paire de menottes qui pendaient. Elles étaient épaisses, en métal, reliées à une chaîne d'environ une trentaine de centimètres, et donc attachées à un barreau avec un gros mécanisme sur le verrou. Et je me suis rendu compte, parce que nous avons fait l'essai, que lorsque la cage se fermait automatiquement, c'est-à-dire quand on refermait en fait la porte de la cellule, automatiquement ça déclenchait la fermeture de la cage, et les menottes se verrouillaient aussi. Et ça faisait des petits clics bizarres que j'avais entendus un tout petit peu avant, mais j'avais pas compris de quoi il s'agissait quand on était entré dans la cellule. Et en fait, chaque fois que la cellule se ferme et s'ouvre, les menottes s'ouvrent et se ferment aussi.
et donc chaque élève était aussi obligé de passer les menottes pendant la nuit. Et une chose que j'ai pas vue tout de suite, mais que Monsieur Peter m'a montré du doigt, c'est que pas très loin des menottes, en bas sur le sol au niveau de la cage, se trouvait un bouton pressoir, un petit bouton, mais facile d'accès. En fait, c'était le bouton d'alerte. C'était une mesure de sécurité qui avait été mise en place par l'école parce que Monsieur Peter m'a raconté que si jamais il y avait un problème, une maladie par exemple, un malaise, des problèmes de respirer, de la fumée, appuyer sur le bouton, ça permettait d'alerter immédiatement les surveillants parce que vous avez beau avoir des personnes qui donc surveillaient à travers les caméras, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils verraient forcément tout de suite tout. Et puis, si quelqu'un a un malaise, on peut ne pas s'en apercevoir avant longtemps, voire ne pas s'en apercevoir du tout. Donc ça, c'était très important. Et appuyer de façon continue sur le bouton déclenchait carrément l'ouverture automatique de tout, c'est-à-dire la cellule, les menottes et la cage, en plus évidemment d'avoir alerté les personnes qui surveillaient. Tout ça, c'était une mesure de précaution contre les incendies, bien sûr, mais aussi contre, tout simplement, comme je l'ai dit, les malaises ou les maladies, par exemple mal au ventre parce que quelque chose n'est pas passé, tout simplement. Vous vous doutez bien que même si toutes les mesures sont donc très strictes, d'un autre côté, chacune des élèves est extrêmement précieuse et ils font très attention quand même. Donc c'était indispensable de mettre en place plein de moyens de sécurité. Et ça, ce bouton, c'était la dernière ligne de sécurité, celle qui permettait de garantir, de minimiser au minimum tous les problèmes. Parce que, je l'ai dit, une surveillance, c'était pas suffisant, évidemment. Donc en résumé, malgré donc la pesanteur de tout ça, cette surveillance et la rigueur du régime, il y avait aussi, à l'inverse, un soin extrêmement important qui était apporté à la sécurité et une vigilance permanente pour gérer tous les cas imprévus, depuis les maladies jusqu'aux accidents, parce que ça peut arriver, et évidemment, donc, je l'ai dit plusieurs fois, le risque d'incendie, même si franchement, avec tout ce qu'il y avait, avec les extincteurs que j'ai vus aussi un peu partout, avec les systèmes au plafond, justement pour pouvoir éteindre les flammes, ou en tout cas aider à éteindre les flammes, plus des rondes du personnel, enfin, il y avait vraiment énormément de moyens mis en œuvre pour minimiser fortement les risques. Une fois ma un peu trop rapide à mon goût visite terminée, nous sommes ressortis et Monsieur Peter a refermé la porte de la cellule. J'avais pas dit tout à l'heure, mais cette porte, c'était une grosse porte en métal, ça faisait vraiment porte de prison. C'était vraiment pour un effet psychologique, parce que bien entendu, il y avait absolument aucun besoin de ça. Et la porte, elle coulissait facilement, elle était contrôlable à distance, mais une fois fermée, elle permettait, parce qu'elle était totalement opaque en fait, qu'elle ne laissait pas de marge sur les côtés pour que la lumière passe, elle permettait de garantir que, à l'intérieur de la cellule, une fois la lumière du plafond coupée, évidemment, c'était le noir absolu. C'était vraiment pour marquer, c'est la nuit, on est là pour dormir. Après cette visite, donc, de l'étage des cellules, qui sont utilisées seulement le soir, évidemment, nous sommes allés visiter quelque chose que j'attendais avec impatience. C'était une salle de classe. Parce que moi, si je venais voir l'école, c'était avant tout pour voir comment ça se passait pendant les cours, qu'est-ce qui était enseigné, etc. Donc avant de remonter, Monsieur Peter m'a fait faire un détour rapide, m'a montré les douches, les toilettes, ce genre de choses. C'était pas très passionnant, évidemment, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de spécial là-dedans. Nous nous sommes donc redirigés vers l'ascenseur et nous avons remonté plusieurs étages pour aller visiter une des fameuses salles de classe. Monsieur Peter m'avait expliqué qu'il y en avait un certain nombre, elles étaient situées à 2 étages différents, elles étaient de tailles différentes, elles avaient des accessoires différents, bref, elles suivaient des modèles totalement différents en fonction, évidemment, des objectifs du cours. Je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis arrivé dans cette classe, il n'y avait pas grand-chose à voir là-dedans avec une classe traditionnelle. Vous vous en seriez douté, mais c'était vraiment encore plus choquant que vous ne l'imagineriez. D'abord, le classique, il y avait évidemment un bureau et une chaise pour le professeur ou la professeure. Un tableau, un ordinateur, un projecteur, les éléments habituels que vous reconnaîtriez. C'est le reste qui était plus surprenant. D'abord, dans cette pièce-là, il y avait une dizaine de chaises et de tables pour les élèves. Jusque-là, ça vous paraît pas très surprenant, mais encore fallait-il voir comment les chaises étaient faites. Parce que chacune des chaises, en fait, avait sur le dessus du siège 2 plugs amovibles de taille, de longueur variable en fonction des chaises, et chaque chaise portait l'identification, le numéro d'une élève. Je vous avais expliqué lors de l'épisode précédent qu'elles étaient identifiées par des numéros.
Et il y avait aussi des attaches sur les pieds, le dos de la chaise, et à différents endroits qui permettaient donc de faire un certain nombre de positions de bondage pour tenir les élèves attachés sur les chaises en question. Quant à la table, elle jouait un peu un rôle de casier, à l'intérieur il y avait différents matériels utiles pour les leçons, et surtout des matériels spécifiques à la fille qui était attribuée à la place en question, ce qui était indispensable pour des raisons d'hygiène pour minimiser les risques, en plus, évidemment, de toutes les précautions de nettoyage qu'il pouvait y avoir. Les murs aussi étaient assez intéressants. On y trouvait des présentoirs avec des gadgets de tous les types que vous pouvez imaginer, on se serait cru dans un sex shop. Évidemment, il y avait des désinfectants, du lubrifiant, des préservatifs, des appareils en tout genre, je viens de l'évoquer, des fuck machines aussi, différentes choses qui, vues de loin, m'ont pas trop parlé, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir de quoi il s'agissait exactement, donc j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Enfin, sur les côtés, il y avait 6 lits doubles, qui prenaient énormément de place, évidemment, et eux étaient, évidemment, utiles pour un certain nombre de travaux pratiques. Je vous laisse imaginer lesquels. Comme les chaises, on se serait douté, les lits étaient entourés avec des chaînes, des anneaux, ce genre de choses, pour pouvoir pratiquer différentes formes de bondage, d'attachement sur le lit. Tout ça vous fera peut-être penser qu'il y avait beaucoup de BDSM, mais en fait pas forcément, parce que, pour moi, ce genre de choses, ça me fait immédiatement penser à du BDSM, mais ici, le côté BDSM était enseigné, je l'avais dit, mais leur entraînement à ça était relativement modéré, relativement basique, en tout cas par rapport à quelqu'un comme moi, qui est à fond dedans. Par contre, le côté être attaché, ça c'était quelque chose qui était très utilisé, et qui était vraiment un point assez important pour différentes raisons, notamment pour insister sur le côté esclave, ce genre de choses. Ce que je vous ai décrit, c'est ce que j'ai vu quand nous étions à l'entrée, sur le seuil de la salle. Mais ensuite, nous sommes vraiment entrés dans la salle qui était déjà occupée par un cours, et il y avait dans la salle donc une douzaine d'élèves qui étaient agenouillés par terre et qui étaient en train de s'entraîner à la fellation sur des gros godes placés sur les côtés de leur bureau. Il y avait aussi 2 professeurs qui étaient présents, un homme et une femme qui devaient peut-être avoir la trentaine, et qui, ça m'avait un peu surpris, était nue elle aussi, comme ses élèves. En fait, Monsieur Peter m'a expliqué que parfois, et on comprend un peu pourquoi, les professeurs, que ce soit des hommes ou des femmes, se déshabillaient pour soit faire des démonstrations, soit expliquer de façon plus claire un certain nombre de choses, enfin pour plein de raisons évidemment. Alors bien que le directeur, donc la personne principale quand même, et moi-même soyons entrés dans la classe, tout s'est déroulé comme si nous n'étions pas là. Ça m'a un peu surpris au départ quand même. Et les filles, les élèves qui étaient en plein entraînement ont continué absolument comme si nous n'étions pas là. Et Monsieur Peter m'a expliqué, ça aussi c'était un point important, rien ne doit troubler l'entraînement, et même sa présence à lui n'est pas importante, la seule chose qui compte c'est ce que disent les professeurs et leurs ordres. Alors Monsieur Peter a fait quand même un signe de tête amical aux 2 professeurs qui étaient présents dans la salle, et ensuite il a appelé par son numéro évidemment, une des élèves. Alors c'était une petite blonde, donc je vous rappelle, c'était une de leurs demandes principales, donc évidemment le pourcentage de blondes au mètre carré était très élevé dans la pièce. J'ai pas besoin de vous dire qu'elle était hyper sexy, en plus d'être nue, ça va de soi, je l'avais déjà dit tout à l'heure ça. Comme c'était la fille qui était la plus proche de nous, c'est elle qui l'a appelée, et il lui a ordonné de me montrer comment elle faisait pour s'asseoir sur sa chaise à elle en début de cours. Donc elle a amené sa chaise évidemment, et après avoir lubrifié les godes qui étaient donc fixés sur le siège de la chaise, elle a commencé à s'enfoncer dessus, montant, descendant, etc., avec des petits cris évidemment, jusqu'à être totalement au fond, avec les fesses posées sur le siège. Je vous laisse imaginer l'effet que ça peut faire de voir ça devant soi. Je vous laisse imaginer. Ça fait un certain effet. Alors j'essayais autant que je pouvais quand même de pas laisser voir que ça me faisait un peu d'effet, et que j'étais un peu impressionné, un peu surpris aussi quand même. Et pourtant je suis pas un débutant, le sexe je connais, mais quand même il y a des choses, ça marque vraiment. En plus de ça, je voyais bien que le Monsieur Peter, il m'observait un peu du coin de l'œil avec un sourire à peine dissimulé. Je pense qu'il attendait de voir quelque chose, et je crois que tous les visiteurs, et les visiteuses d'ailleurs, à qui on fait faire donc le tour d'une classe comme ça, ont probablement le droit, dans tous les cas, à avoir une petite démonstration de ce genre, histoire de bien leur montrer de quoi ils retournent, comment ça se passe vraiment. Je peux vous dire que ça, je suis pas prêt de l'oublier quand même. Nous sommes sortis pour ne pas continuer à déranger, même si en fait tout le monde nous ignorait,
Et là, Monsieur Peter m'a expliqué que la classe que nous venions de voir en était à la moitié de la formation, c'est-à-dire qu'elles étaient là depuis 3 mois seulement, et il m'a expliqué que, bien entendu, on s'en serait douté d'ailleurs, elles seraient encore beaucoup plus habiles, passés les 6 mois, que ce que je venais déjà de voir, qui franchement m'avait déjà assez impressionné. Tout ça, ça m'a laissé quand même assez songeur, et là encore, je voyais qu'une toute petite partie, c'était juste un petit exemple, parce que le matériel que j'ai décrit tout à l'heure, forcément était utilisé pour plein de choses différentes, et je me doute bien qu'il y avait beaucoup d'autres choses à voir, mais fallait pas trop en demander non plus, évidemment. Troisième partie, la suite de la visite et le repas. Alors que nous sortions donc de la fameuse salle de formation qui m'avait tant impressionné, comme je viens de vous l'expliquer, Monsieur Peter m'a fait venir avec lui et on est remonté en fait à son bureau. Au début, j'ai pas très bien compris ce qu'on faisait là, mais en fait, il s'est avéré qu'il avait dû recevoir un signal que moi j'avais pas vu, pas entendu, mais on l'avait rappelé pour telle ou telle raison, j'ai jamais su exactement pourquoi. Et donc il m'a laissé patienter quelques minutes dans le corridor en me disant juste qu'il avait à s'occuper d'une affaire urgente. Alors cet étage, je l'avais déjà expliqué, c'était vraiment avant tout un étage administratif. J'en ai profité pour un peu plus regarder en détail quand même, sans avoir trop de surveillance autour de moi, même si je voyais des gens qui me gardaient sous l'œil à la fin du corridor. J'ai repéré qu'il y avait une grande infirmerie, et j'ai aussi eu l'impression, j'étais pas absolument certain, mais j'ai cru voir, moi qui connais l'informatique, un certain nombre de salles qui étaient clairement des salles de contrôle, de surveillance. Alors je suis pas absolument sûr de quoi il s'agissait, est-ce que c'était de la surveillance extérieure contre par exemple des voleurs, ce genre de choses, ou est-ce que c'était aussi la surveillance intérieure dont j'ai parlé tout à l'heure, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'incendie par exemple. J'ai pas pu en savoir plus, mais le peu que j'ai entreaperçu m'a fait penser que c'était ce genre de choses. Par contre, les choses du genre, les salles pour la cuisine, le linge, ce genre de choses, tout ça, on m'avait dit que c'était au rez-de-chaussée, mais ça, j'ai pas eu l'occasion de le visiter. Pendant que j'attendais, il y avait encore beaucoup de personnes qui circulaient, j'en avais parlé tout à l'heure. Franchement, c'était l'étage que j'ai visité, en tout cas, le plus fréquenté de l'école. Il y avait les professeurs, eux, ça se voyait que c'était les professeurs parce qu'ils avaient un petit sigle en plus sur leur tenue. Il y avait donc les surveillants, les surveillantes dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait des médecins, des infirmières, etc. qui circulaient dans tous les sens. Tout un tas de personnes donc étaient visiblement très occupées et qui allaient et venaient sans arrêt, c'était un peu la fourmilière. Et encore là, je vous dis que j'ai croisé donc des dizaines de personnes, mais c'était sans compter qu'il y avait le personnel de nuit aussi, il y avait les personnes qui travaillaient forcément dans les cuisines, le ménage, la sécurité, les relations extérieures. Au total, je pense qu'il y avait largement plus de 100 personnes, plus de 100 employés, et là c'était un bâtiment, enfin un jeu de bâtiments en tout cas. Et probablement que je sous-estime le nombre, je serais pas vraiment étonné que si on comptait vraiment, ça monte largement au-delà, peut-être même à 200, mais j'ai pas de moyen de vérifier, et là j'ai pas eu trop de réponses à ce genre de questions. Après il y avait aussi l'histoire dont j'avais parlé précédemment, qu'il y avait une autre école, qui était moins élitiste, entre guillemets, c'est-à-dire qui accueillait des filles qui étaient moins durement sélectionnées. Il y avait aussi la question des locaux pour les hommes, et de l'école spéciale pour les formations au BDSM. Donc si au total on ajoute tous ces gens-là, je me suis demandé mais combien de personnes travaillent pour cette organisation ? Franchement, j'ai pas beaucoup de mal à imaginer que ça soit des centaines. Et en plus, si on rajoute les personnes qui recrutent les filles, parce qu'il doit y avoir tout un réseau d'agents, de personnes qui vont sur le terrain, il y a toute une organisation informatique aussi qui est assez compliquée. Franchement, au final, ce que je pense, et peut-être que je sous-estime encore le chiffre, mais je pense qu'il y a largement plus de 1000 personnes qui travaillent là-dedans. 1000. Et je serais pas étonné que ce soit plus, en fait. Du coup, ça pose une question intéressante, tout ça, c'est énorme, ce sont des moyens colossaux. Je m'attendais pas à ça, faut bien que vous compreniez que, au départ, je pensais que ce serait quelque chose de, pour ainsi dire, artisanal, avec peut-être une dizaine de personnes qui s'occuperaient comme ça d'un truc un peu à la limite, pour ne pas dire complètement illégal, bien sûr, et qui aurait géré donc une espèce de mini-club, en fait, une mini-école. Je m'attendais pas à quelque chose de monstrueux comme ça. Je m'attendais pas à des bâtiments immenses, à des centaines de personnes, à des dizaines et des dizaines d'élèves simultanés. Je m'attendais pas à tout ça. Le voir en vrai, c'était très impressionnant. Et du coup, la question était, mais s'ils vendent donc une 50aine de filles par an, comment est-ce que ça peut couvrir tous les frais que ça peut représenter tout ça ? Les salaires des personnes, les locaux, tout ça.
Mais ça, j'ai pas eu la réponse. Il faut croire que ça leur suffit. Enfin, je vous rappelle quand même que les tarifs qui étaient pratiqués étaient énormes et probablement que ça permet en fait de faire des dizaines de millions de ventes d'élèves chaque année et donc que ça leur permet de maintenir tout leur système en vie sans difficulté en réalité. Mais j'ai jamais eu une vraie réponse. Pendant que j'étais donc en train de méditer sur tout ça, en train d'observer autour de moi ce qui se passait, le monsieur Peter a fini par résoudre son problème. Il m'a pas expliqué de quoi il s'était agi, mais il est ressorti, il m'a invité à aller déjeuner. Évidemment, quand on a une école comme ça, il faut bien avoir toutes les infrastructures. J'ai déjà parlé par exemple des douches, ou l'infirmerie que j'avais évoqué tout à l'heure. Et bien entendu, un autre élément essentiel, c'est les repas. Et nous avons donc été manger dans une salle qui était réservée aux élèves, donc les futurs esclaves sexuels. Là aussi, ça a été un moment intéressant. Très intéressant. Parce que là, c'était l'heure de manger, et évidemment, il y avait plein de filles, donc la plupart des élèves étaient descendus ou avaient cessé leurs activités diverses pour venir manger, bien sûr. Et donc, quand je suis entré, je me suis retrouvé dans une salle assez grande, qui était bourrée de dizaines de filles ultra sexy, et tout ce que je vous ai déjà décrit tout à l'heure, et que je laisse à votre imagination. Tout ça, ça rendait la concentration sur le repas un peu difficile. Il y a une chose quand même qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un silence quasiment total. En fait, ce que je savais pas au départ, et je m'en suis rendu compte en entrant dans la salle, c'est que pendant le repas, elles ont pas le droit de parler. En fait, en général, elles ont pas le droit de parler, sauf quand on leur adresse la parole, ou dans certaines circonstances particulières, évidemment. Ça faisait une ambiance assez bizarre, évidemment, et pendant que Monsieur Peter et moi nous installions à une table, un tout petit peu à l'écart, je me suis rendu compte très vite qu'une bonne partie des filles glissaient des petits coups d'œil inquisiteurs, plus ou moins discrets, dans ma direction. Évidemment, Monsieur Peter s'en est rendu compte lui aussi, parce qu'il n'est pas idiot, et il m'a raconté, il m'a expliqué que probablement qu'elle pensait que j'étais un acheteur potentiel, parce que, évidemment, ça va sans dire, c'est pas n'importe qui vient dans les locaux, ce sont soit les personnes de l'école elle-même, soit des clients et des clientes, mais jamais, jusqu'à mon cas évidemment, qui est un cas très particulier, il n'y avait de personnes extérieures. Par conséquent, il était assez normal qu'elle présume que je devais être un nouveau client, et donc que j'étais probablement là dans l'objectif d'acheter, ou de faire au moins un repérage pour futur achat d'une d'entre elles. La nourriture, elle était bonne, mais elle était pas à mon goût, cela dit. Moi, je suis très difficile sur la nourriture, donc je suis vraiment un très très mauvais juge de ce genre de choses. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'aspect diététique était très important, et les personnes qui distribuaient la nourriture prenaient même note de ce que chaque fille mangeait. Donc ils tenaient visiblement des carnets qui devaient être informatisés ensuite. Vous voyez, on retombe toujours dans cette idée que tout était strictement contrôlé de tous les côtés. C'était vraiment à la fois impressionnant et un peu bizarre. Mais on comprend pourquoi ils faisaient attention quand même à ne pas donner n'importe quoi à manger à leurs recrues pour des raisons assez claires. Je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, après le repas, il y avait une période de repos pour les élèves. Donc une fois le repas terminé, Monsieur Peter et moi sommes remontés dans son bureau pendant cette période de repos donc, et nous avons discuté d'un certain nombre de sujets en attendant de rejoindre les clients et clientes qui étaient présents dans l'école ce jour-là. Parce qu'il voulait finir la visite en me faisant en fait rencontrer des personnes qui faisaient partie des acheteurs et des acheteuses. Et donc, au moment de la session pratique de l'après-midi, qui commençait à 3h, nous sommes redescendus dans une autre salle. Mais avant tout ça, donc, pendant que nous discutions, j'ai appris un certain nombre de choses supplémentaires. Par exemple, qu'une fois finie leur formation, qui durait donc 6 mois, les élèves peuvent poursuivre cette formation de différentes façons, soit à la demande d'un acheteur ou d'une acheteuse, ou même à la demande d'acheteurs potentiels. Évidemment, les acheteurs potentiels étant des personnes déjà connues, parce que il fallait qu'ils soient certains, bien entendu, que tout ça serait plus tard rentabilisé et remboursé, bien sûr. Ils allaient pas faire des formations comme ça, sans savoir que la personne allait ensuite soit récupérer son élève, soit l'acheter à ce moment-là. C'est là qu'il m'a expliqué, par exemple, que dans les formations complémentaires possibles, il y avait des choses comme des spécialisations à des positions sexuelles. Jusque-là, c'est pas quelque chose de très surprenant. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient plus extrêmes, c'est-à-dire, pendant la formation, elle faisait des choses générales, mais elle poussait pas les choses à l'extrême.
il y avait possibilité donc de se spécialiser dans les dilatations extrêmes. Ça, c'était une demande récurrente, visiblement. Et en général, ce type de formation ajoute 3 à 6 mois supplémentaires. Enfin, évidemment, il y avait ce qui, moi, m'intéressait le plus, c'était l'école du BDSM. Donc là, quand on a pu en parler un peu plus en détail, mon attention était particulièrement aiguë parce que c'était quand même le sujet qui, moi, m'intéresse le plus, étant donné que je fais du BDSM depuis si longtemps. Et là, quand Monsieur Peter m'a dit en quoi ça consistait, j'étais surpris. Parce qu'il m'a dit que la formation au BDSM durait 2 ans. 2 ans! Franchement, j'étais surpris. Et il m'a expliqué en fait que cette durée longue était vraiment nécessaire afin de parfaire l'entraînement des filles à ce genre de choses évidemment, c'est-à-dire tout ce qui consiste en des pratiques de type BDSM. Et le BDSM, vous le savez, je pense que je vous apprends rien, c'est quelque chose de vaste. Donc elle devait apprendre pas mal de choses, même s'il est impossible de tout apprendre. Et notamment, de façon très intense, elle devait apprendre toutes les bases, c'est-à-dire les pratiques BDSM les plus classiques. Comme c'est très long, 2 ans évidemment, il y avait une grande différence avec l'école principale, l'école normale, c'est que là, il fallait qu'il y ait déjà un client qui accepte de financer, bien sûr, c'est-à-dire qu'il payait d'avance en fait, Et une grande différence, c'est que si un client envoyait donc sa nouvelle esclave dans cette école-là, il pouvait choisir un certain nombre de choses, notamment, il pouvait choisir que son esclave, sa future esclave, ou son esclave actuel qu'il envoyait là-bas pour parfaire son éducation, entre guillemets, il pouvait autoriser qu'elle ait des expériences avec d'autres clients et clientes, ou uniquement avec lui, ou elle, quand il passait évidemment, éventuellement avec des amis, etc. Parce que 2 ans évidemment c'est long, donc bien souvent l'idée c'était que le propriétaire ou la propriétaire pourrait venir visiter assez régulièrement pour se rendre compte des progrès de leur protégé, parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'attendre 2 ans pour voir le résultat, on s'en doute. Mais bizarrement, et là ça m'a un peu surpris, mais ça aurait pas dû, en fait, certains clients attendaient vraiment, c'est ce que m'a dit Monsieur Peter, ils attendaient vraiment la fin de la formation avant de revoir leur esclave. C'est vraiment être patient, mais je pense que des personnes comme ça, de toute façon, avaient déjà d'autres personnes avec qui passer le temps. Évidemment, Monsieur Peter m'a un peu présenté des exemples, des pratiques BDSM qui étaient enseignées aux élèves. Évidemment, rien ne m'a surpris. Franchement, ça aurait été étonnant parce que ça fait si longtemps que je fais du BDSM. Je connais mes classiques et même les pas classiques, donc c'est un petit peu difficile de me surprendre. Évidemment, après, il y a des clients qui demandent une spécialisation BDSM sur certains points précis, par exemple le shibari, le bondage à la japonaise, la flagellation, la torture des seins, l'électricité, le waterboarding, etc. Il y en aurait toute une liste. Et il m'a décrit un certain nombre de choses quand même, un certain nombre de traitements qui étaient assez extrêmes, qui étaient infligés donc à certaines des élèves. Et là, clairement, on était dans du BDSM vraiment intense et parfois vraiment extrême, qui était bien entendu réservé à un tout petit pourcentage, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses, bien entendu. Enfin, un peu avant 15h, nous sommes descendus. Cette fois, nous sommes allés à l'étage des clients et clientes. De 15h à 19h, chaque jour, les élèves sont obligés, en fait, de servir tous les clients et clientes qui sont présents dans un certain nombre de salles de cet étage, qui sont réservées à cet usage. Alors là, vous allez peut-être trouver que c'est surprenant qu'il m'ait fait visiter cet endroit-là, et surtout qu'il m'ait fait rencontrer des personnes qui s'y trouvaient. Et franchement, ça m'avait, à l'époque, vraiment beaucoup étonné qu'il accepte de me faire rencontrer ces personnes. Si j'avais été un nouveau client, déjà, ça aurait peut-être été un peu osé, un peu risqué quand même. Mais là, j'étais même pas un client, moi. J'étais quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un quand même sur lequel ils avaient pas tant d'infos que ça. Et là, ils allaient quand même me faire rencontrer des personnes très riches, bien entendu. Et c'était forcément pas n'importe qui. Donc dans le lot, il y avait plein de personnes qui étaient, entre guillemets, de l'élite, et qui sans doute auraient été un petit peu gênées, du moins c'est ce que je pensais, que n'importe qui puisse ensuite dire « Ah ben, un tel ou une telle, il va dans un club ou il va dans une école où il y a des choses qui se passent comme ci, comme ça. » Et bizarrement, non, pas vraiment. Personnellement, j'avais vraiment pensé que, de façon assez logique, des problèmes pouvaient se poser même déjà entre les clients, parce que les clients, c'est pas forcément tous des personnes qui sont gentilles entre elles. La plupart sont des personnes qui ont des ennemis, qui ont au moins des adversaires financièrement, et donc ça a du sens que déjà entre eux, il y en ait qui doivent pas trop pouvoir se voir, et donc ça m'a étonné qu'un complet inconnu comme ça puisse passer. Mais j'ai eu la réponse assez vite en fait. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est pas ce que j'avais vraiment imaginé que j'allais voir.
En fait, il m'avait dit qu'il y aurait donc des salles où il y avait des clients, des clientes, etc. Mais en réalité, quand je suis arrivé sur place, là j'ai mieux compris, quand on m'a un peu mieux expliqué, c'est que un grand nombre de ces personnes, évidemment, on s'en serait douté, je m'en doutais un petit peu, elles ne vont jamais dans les salles partagées, c'est-à-dire ces personnes, elles n'entrent jamais dans les salles de discussion, dans la salle commune. Elles restent dans des chambres, c'est-à-dire qu'elles montent directement depuis un parking dans des chambres qui sont dédiées à ça, et ensuite elles font venir les filles qui sont appelées par différents moyens, il y a des téléphones et des choses comme ça. Quant aux autres personnes qui étaient là, qui étaient donc en train de discuter, en train d'attendre, de regarder différentes choses, la plupart portaient des petits masques en toile assez simples mais suffisants pour les rendre méconnaissables. On s'en serait douté. Franchement, vu ce que je viens de décrire, et puis même une simple réflexion, ça amène au fait évident que ces personnes-là ne veulent pas qu'on puisse savoir qui elles sont et qu'on puisse éventuellement les faire chanter, par exemple, c'est évident, Et donc, je m'en étais quand même douté, il y avait quand même un certain nombre de barrières, et non, j'allais pas comme ça rencontrer n'importe qui et savoir que, le PDG de la société machin, il vient dans l'école des esclaves sexuels. Non, évidemment. Mais là où ça m'a vraiment surpris, c'est que c'était pas le cas de tout le monde. Et il y en avait un certain nombre, hommes et femmes, qui étaient là, à visage découvert. Pas énormément, il y en avait que un certain nombre, pas énorme, mais il y en avait. Franchement, ça m'a surpris. Ça m'a surpris, je me suis dit que peut-être que c'était très déraisonnable, mais après tout, je suis pas capable de juger exactement de comment ça se passe dans ce milieu. Je sais bien que tous les gens présents sont des clients et des clientes, donc ça leur est un tout petit peu difficile d'aller dénoncer quelqu'un, mais après on peut faire des rumeurs. Cela dit, des rumeurs, on peut les faire sur n'importe qui. Donc j'imagine qu'avant tout, ils se disent que tout le monde est dans le même bateau, donc si quelqu'un me dénonce, ça ira mal pour lui. Mais en tout cas, il y en avait donc qui étaient là, à visage découvert. Pas beaucoup, mais il y en avait. Quand je suis entré, j'ai attiré l'attention évidemment parce que moi j'étais à visage découvert, et surtout parce que Monsieur Peter m'accompagnait et qu'il avait prévenu de ma visite. Évidemment, parce que vous vous doutez bien qu'il allait pas soudain laisser n'importe qui entrer dans une pièce avec tous ses clients, dont certains étaient des clients de longue date, et qui auraient au minimum fui l'école, ou pire, pour lui, s'il n'avait pas été prévenu à l'avance, et clairement il y en avait un grand nombre qui n'étaient pas venus, ou qui se cachaient dans des chambres, pour ne pas risquer que je puisse les voir même avec des masques. Ça avait du sens. Pour les personnes que j'ai vues, la majorité étaient des hommes, même s'ils étaient à visage couvert, on se rend compte quand même que l'âge était dans la quarantaine, cinquantaine, plus. Il y avait pas tellement de jeunes, quoi, on s'en douterait un petit peu. Il y avait des couples, hommes-femmes typiquement, il y avait des femmes seules, et il y avait donc quand même quelques très jeunes, et ça m'a surpris. Parce que quand même, je m'attendais pas vraiment à ça. J'avais probablement tort, parce qu'après tout, quand je vois comment j'étais moi-même étant jeune, j'aurais pas forcément craché sur ce genre de choses, si j'avais eu les moyens. Et j'en ai vu clairement, notamment quelques-uns et quelques-unes qui ne portaient pas de masque. Ils pouvaient pas avoir 25 ans, c'est sûr qu'ils avaient la toute petite vingtaine, maximum. Très vite, j'étais devenu le centre d'attention, d'attraction, je devrais dire, d'un petit groupe qui était visiblement très intrigué, que quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur petit cercle très fermé ait réussi à les débusquer, puisque évidemment, Monsieur Peter avait raconté ce qui s'était passé, il pouvait pas le cacher parce qu'il y avait le risque de toute façon que je le révèle. Et toutes ces personnes avaient plein de questions pour moi. Alors évidemment, j'ai répondu de mon mieux à leurs diverses questions. Le fait que je sois quelqu'un qui a une sexualité hors norme, des connaissances très importantes en BDSM, etc., évidemment, ça a aidé pour avoir des points communs, par exemple. Ça a aussi pas mal attisé la discussion. Ils se sont très vite rendus compte que, même si j'étais pas un d'entre eux, notamment financièrement, j'avais quand même un bon nombre de points communs avec eux. Parce que quelqu'un qui vient là-dedans a des intérêts sexuels importants, évidemment. Après ça, de fil en aiguille, nous avions discuté de pas mal de sujets. Par exemple, une des grandes discussions que nous avions eues était sur les avantages et les inconvénients d'avoir une école séparée pour le BDSM. Il y a aussi une discussion qui a été assez vive sur l'intérêt de l'enseignement du BDSM pour une esclave sexuelle. Évidemment, pour des gens comme moi, ça va de soi d'enseigner le BDSM, mais tout le monde ne s'intéresse pas à ça. Donc j'étais bien occupé et on s'est occupé de moi pendant toute la durée, mais je ne perdais pas de vue pour autant ce qui se passait autour de moi. Et j'ai remarqué donc que pendant que j'étais en train de discuter avec une bonne demi-douzaine, peut-être même plus, puisqu'il y a des gens qui venaient et qui partaient, de personnes, pendant ce temps-là, je voyais des élèves qui circulaient dans la salle autour de moi, dans les autres salles que je voyais un peu de loin, et régulièrement qui partaient ou revenaient avec un ou plusieurs clients ou clientes dans des chambres adjacentes,
pour évidemment servir les personnes en question. C'est à ce moment-là que j'ai eu peut-être le plus gros choc de ma visite, et déjà j'en avais eu avant, hein, je vous l'ai raconté, mais là c'était spécial, là c'était différent. Parmi les personnes donc du groupe qui m'avaient pris un peu à part pour discuter, pour essayer de comprendre, mais qui c'est donc cet étranger qui a réussi à s'introduire dans leur petit groupe si fermé, un couple de ceux qui étaient donc très jeunes et qui étaient à visage découvert m'a pris en tête-à-tête et m'a proposé carrément de m'offrir, de me payer en fait, hein, une séance avec une des élèves de l'école. Et selon leurs termes, c'était pour fêter ma visite avec un souvenir inoubliable. Ah là 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 là. J'étais tenté. J'étais vraiment tenté. Je peux pas vous expliquer à quel point j'étais tenté. Vous pouvez pas imaginer ce que ça m'a coûté de refuser. Franchement, je crois que j'aurais presque donné n'importe quoi pour pouvoir dire oui. Mais j'ai refusé. J'étais obligé de dire non. Je les ai remerciés, d'autant plus que je voyais que ça partait d'un bon sentiment. Évidemment, ils ont été très surpris parce qu'ils s'attendaient pas à ce que surtout quelqu'un comme moi, qui s'était présenté comme étant hypersexuel, BDSM, tout ça, puisse refuser. Ça surprend, évidemment. Mais je pense que très vite, ils ont compris, j'ai pas eu besoin de trop expliquer. J'étais dans une position très spéciale, d'un point de vue moral et éthique, c'était un peu à la limite, et il y avait beaucoup d'arguments, je vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez pourquoi j'avais des scrupules. C'était tentant, mais il y a quelque chose qui est plus important que la tentation. C'est tout ce qui est les scrupules, tout ce qui est l'éthique. Et là, je pensais que ça aurait pas été correct. Donc, je me devais de refuser, quelle que soit la profondeur de la tentation. Et elle était vraiment là, la tentation. Ah là là. Ça a vraiment été le moment le plus dur de ma visite. Et j'ai eu un peu des regrets après quand même, hein, je suis bien obligé de le reconnaître. Mais bon. On a des principes où on n'en a pas, on s'y tient ou on s'y tient pas. En tout cas, après cette proposition que j'ai été obligé donc de refuser, à contre-cœur, j'ai continué à discuter avec différentes personnes, et pendant ce temps-là, donc évidemment, je continuais à voir défiler du monde dans tous les sens. C'était très agité, même si les clients et clientes n'étaient pas si nombreux, il y en avait quand même quelques dizaines. Je voyais aussi tous les élèves qui allaient, qui venaient dans tous les sens, tous les côtés, et puis même s'il y avait des chambres privées, j'entendais quand même des fois des petits cris, des cris de plaisir, des cris de douleur, etc. C'était frustrant. C'était carrément frustrant, surtout vu ce que je venais de refuser. Mais heureusement, les discussions allaient bon train, ça me permettait de penser un peu à autre chose, et je n'ai pas été mis de côté comme une bête curieuse, contrairement à ce que j'avais un tout petit peu redouté, imaginé au départ. J'ai profité aussi de ce que je discutais avec des personnes qui avaient l'air d'être relativement ouvertes et bavardes, probablement d'ailleurs trop bavardes pour leur bien, pour leur poser des questions, et notamment je leur ai demandé comment ils ou elles avaient connu l'existence de l'école. Parce que des choses comme ça va pas faire sa pub sur internet, on s'en doute, et encore moins à la télévision. À chaque fois, la réponse était la même et on pouvait s'y attendre. C'était le bouche à oreille, c'était des connaissances, c'était un tel, une telle, à demi-mot, évoque tel sujet lors d'une soirée, discrètement, et après on parle, et puis de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'on a des points communs, et on en finit par parler de ça. Typiquement, il m'avait raconté par exemple que ce genre de choses était abordé lors de soirées. Alors évidemment, là on parle de soirées entre gens vraiment très aisés, ce sont des soirées privées là, parfois qui ont lieu chez des personnes extrêmement riches, qui organisent des soirées à thème de type libertine ou de type BDSM, ce genre de choses. Et c'est là qu'une discussion avec d'autres personnes présentes permet d'ouvrir la porte, ou au moins de l'entrebâiller, et de permettre, comme je disais tout à l'heure, de fil en aiguille, d'apprendre que ça existe, et ensuite de connaître des personnes pour aller faire une demande de candidature. Oui, je voudrais être client ou cliente. Cela dit, je m'en doute un petit peu, j'ai appris que tout le monde n'était pas bienvenu. L'argent, c'est bien, mais l'argent seul, ça ne suffit pas. La discrétion de la personne, sa fiabilité, est-ce qu'elle garderait une discrétion suffisante ? Parce que c'était quand même risqué de faire ce genre de choses. Si ça se savait, ça ferait un gros scandale. Donc chaque nouveau client ou cliente était très sérieusement filtré. Il y avait une enquête serrée et c'était pas fait n'importe comment. Ils m'ont pas tout dit, mais ce qu'ils m'ont dit et dit à demi-mot m'a permis de comprendre que c'était quand même pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Franchement, on s'en serait douté, parce que il y a plein de gens qui ont, certes, l'argent nécessaire, mais qui sont des personnes qui sont pas fréquentables, ou qui sont dangereuses, ou qui peuvent créer des problèmes, ou attirer l'attention. Donc on veut pas de personnes, par exemple, qui sont régulièrement dans des états alcooliques graves, et qui se mettent à dire n'importe quoi, et qui peuvent soudain parler, par exemple, de l'existence de l'école.
ce genre de choses. Et donc j'ai essayé un peu de pousser, j'ai posé des questions sur plein de sujets, mais quand même assez vite, même ceux qui étaient assez bavards et bavardes, j'ai quand même senti qu'il y avait une réticence sur pas mal de sujets. Bon, c'était pas une surprise, je m'en doutais, mais au moins j'aurais essayé de les questionner, et j'ai retiré quand même pas mal d'informations au final. Quatrième partie, les ventes et mon retour. J'ai déjà parlé dès le départ en fait du fait que le but de l'école c'était de vendre les élèves. Mais tout ça, ça avait pas été totalement clair en fait, alors j'ai demandé à différentes personnes comment se passaient les ventes en question parce que je voulais plus de détails. J'avais appris d'un côté que certaines des élèves étaient envoyées par leurs propriétaires, histoire soit de les former, soit de compléter leur formation. Il y en avait aussi qui étaient apparemment, d'après ce que je comprenais, achetés avant même la fin de la formation. Et visiblement, il y en avait, c'était une vente sur catalogue, comme je vous avais raconté dans l'épisode précédent, une fois qu'elles étaient déjà bien formées. Donc là, ils m'ont réexpliqué tout, ils m'ont dit qu'il y avait effectivement différentes possibilités. Par exemple, à tout moment, une des filles qui avait été acceptée dans l'école, dans une des formations, pouvait être sponsorisée, c'est-à-dire que un client ou une cliente pouvait mettre une option, entre guillemets, c'est-à-dire avoir la priorité, sur sa future vente. Et dans certains cas, elle pouvait même être mise aux enchères directement si plusieurs clients étaient intéressés. Et ils m'ont même expliqué que dans certains cas, il pouvait y avoir un achat immédiat si un certain seuil, fixé par l'école bien sûr, était atteint et que personne d'autre n'avait proposé d'enchères supplémentaires. Et ils m'ont raconté aussi qu'un certain pourcentage de filles étaient mises de côté spécialement pour une des grandes enchères, entre guillemets, publiques, qui était tenue régulièrement, c'est-à-dire à la fin de chacune des sessions de formation, donc ça faisait plusieurs fois par an évidemment, et avec les décalages, ça permettait donc d'en faire de façon relativement régulière, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 mois par exemple. Et là, on m'expliquait que ça, c'était surtout le cas pour les filles les plus demandées, c'est-à-dire celles qui avaient les meilleurs profils, les meilleurs physiques, les meilleures capacités, etc. Et évidemment, là, ils m'ont raconté que ce côté-là, les enchères, était un aspect important parce que ça apporte toute une ambiance, une mystique à l'existence même de l'école, parce que, évidemment, le côté vente d'esclaves sexuels, ça titille plus qu'un peu l'imagination. J'imagine d'ailleurs que c'est à cause de ça, à cause du titre, que vous êtes venu écouter cet épisode et l'épisode précédent. Enfin, ils m'ont confirmé que certaines anciennes élèves, parfois, sont remises en vente par leur propriétaire, parce que celui-ci ou celle-ci veut changer, et donc l'école les récupère et s'occupe d'organiser donc une nouvelle session de vente. Alors malheureusement, quand j'étais allé donc les voir, j'étais pas tombé au bon moment pour pouvoir assister, même de loin, à une telle vente, parce que c'était que une fois de temps en temps. Cela dit, ce que m'ont raconté certaines des personnes, notamment le couple dont j'avais parlé tout à l'heure, m'a amené à vraiment me rendre compte, à imaginer que ça doit être quelque chose de vraiment spectaculaire, parce que des sommes absolument colossales sont dépensées en quelques heures. Et là, on peut atteindre des dizaines de millions d'euros, qui sont jetés les uns contre les autres dans des luttes, dans des enchères et des contre-enchères, des offres et des contre-offres, tout ça pendant des heures, mais malheureusement, je n'ai pas pu voir ça, dommage. Eh bien, les meilleures choses avaient une fin, donc c'était 19h, la fin de cette période de visite des clients et clientes, c'était l'heure du repas qui a sonné, donc les personnes présentes, les clients, les clientes ont commencé à partir, les élèves aussi évidemment ont très rapidement disparu. J'ai encore pu manger avec Monsieur Peter et discuter encore un petit peu de choses et d'autres, mais pas énormément de choses qui pourraient vraiment ajouter à ma description de ma visite. Et finalement, après avoir mangé donc, après de nombreux remerciements à son égard pour avoir passé du temps, m'avoir accueilli et avoir accepté de m'accueillir en fait, je suis reparti vers le garage, et là j'ai à nouveau été pris en charge par une de leurs équipes donc de chauffeurs. Donc là, je vais vous passer ce qui m'est arrivé, puisque c'est presque la réciproque de mon arrivée, le changement de voiture, et puis finalement ils m'ont déposé au coin d'une rue tranquille, quelque part en périphérie de Paris, dans un lieu vraiment bien désert. Environ 1 heure après, j'étais retourné chez moi, et franchement, entrer dans mon appartement, je me disais, est-ce que tout ça était vrai ou est-ce que c'était un rêve? Parce que ça devenait déjà, à peine 1 heure après, ça devenait déjà irréel. Est-ce que c'était vraiment arrivé? C'était tellement fou. Et pourtant, mon carnet de notes et puis tout ce que j'avais vu, non, c'était pas mon imagination, c'était vraiment arrivé.
C'est étonnant, pas vrai? Comment un monde si différent peut-il exister si proche de nous? Chaque jour, je n'en doute pas, des centaines de personnes doivent passer devant l'immeuble ou le lot d'immeubles dans lequel elle se trouve, cette école. Et évidemment, personne ne se doute de ce qui s'y passe. Maintenant, chaque fois que je passe devant un immeuble discret, situé dans une rue tranquille, où on voit pas beaucoup d'agitation, je me dis, qui sait ce qui peut se passer là-dedans? Et avant cette histoire, avouez, vous auriez jamais imaginé que ce genre de choses puisse exister, pas vrai? Eh ben voilà, c'était la fin de mon histoire, le mot de la fin. J'espère que ce reportage, qui je pense vous serez d'accord avec moi, mérite bien le titre « Reportage exceptionnel ». J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura fasciné. D'autant plus que tout ça, ça m'est vraiment arrivé. Peut-être que à l'avenir, je serai réinvité par Larry pour vous raconter d'autres de mes aventures, on verra. Mais en tout cas, cette aventure-ci, elle est terminée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt peut-être. Eh bien, merci Lude pour ce témoignage vraiment exceptionnel. Je sais pas si c'est ce que vous attendiez, si vous vous attendiez à ce que cette histoire, donc, que je viens, ou plus exactement mon alter ego vient de vous raconter, était ce à quoi vous pensiez, ce que vous imaginiez à l'avance, peut-être que oui, peut-être que non. Et là, je vais vous donner un petit choc. Vous vous rappelez le premier épisode, l'épisode précédent, dans lequel j'ai bien précisé, et j'ai même insisté sur le fait que c'est une histoire? Et en fait, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement une histoire. Ça va probablement vous faire sursauter, peut-être même vous consterner, mais c'est pas totalement faux ce que j'ai raconté en fait. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, et l'école que j'ai décrite, elle n'existe pas, évidemment, mais cette histoire, elle est fortement inspirée par plusieurs événements et même des organisations réelles. Ça vous scie, pas vrai? Vous vous attendiez pas à ce que je dise ça, Et pourtant c'est vrai, je me suis inspiré d'un certain nombre d'anecdotes, d'événements que je pense être pour la plupart vrais, pour autant que j'ai pu le vérifier. Ce sont des histoires que j'ai entendues, des faits divers dans le passé, des choses qui sont connues dans les milieux BDSM, qui évidemment n'ont rien à voir avec ce que j'ai décrit, rassurez-vous. J'ai très largement exagéré, j'en ai rajouté à fond, j'ai très fortement forcé le trait, et j'ai mélangé plein d'histoires entre elles, et rajouté des éléments pour que ce soit une histoire en soi. Mais il y a vraiment un certain nombre d'événements, d'anecdotes qui se sont produites, qui ont été l'inspiration de cette histoire, parce que c'est vraiment arrivé. Même si, je me répète, on est très loin quand même, en général, de ce que j'ai écrit. Quoique, entre nous, mais je vais pas vous faire le détail, certaines des histoires sur lesquelles je me suis basé, c'était pas plaisant, et c'était bien pire par certains côtés que ce que j'ai décrit dans ces 2 épisodes. C'était carrément sordide dans certains cas. Mais avouez, vous attendiez pas à ça, Vous vous attendiez pas à ce qu'à la dernière seconde, je retourne ma veste et je vous dise, en fait, c'est pour une partie vrai. Mais ce n'est que pour une partie, évidemment. Cela dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, Je me suis certes inspiré d'éléments réels, dont certains étaient vraiment pas glorieux. Il y a aussi des personnes qui font des choses un peu comme ça, mais c'est de la simulation, ça a rien à voir avec ce que je viens d'écrire. Vous trouvez par exemple des ventes d'esclaves, ça a rien à voir avec une vraie vente, ça a rien à voir avec des vrais esclaves. Ce sont des jeux de rôle. Il y en a qui les font dans des petits groupes, des personnes qui se connaissent. Parfois, il y a des choses comme ça qui sont faites dans des clubs, mais on est totalement éloigné de ce que je viens de décrire. En résumé, quand même, faut pas croire tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit. Je le reprécise parce que, en fait, cette histoire, ce reportage exceptionnel, c'était ma première histoire BDSM de taille conséquente, et je l'avais publiée donc sur un site social BDSM qui s'appelle fetlife.com. Et il y a des gens qui avaient cru que c'était vrai. Pourtant, j'avais dit que c'était pas vrai, que c'était une histoire. Mais il y avait des personnes qui y avaient cru, que c'était vraiment arrivé, que ça m'était vraiment arrivé. Donc j'étais obligé de leur dire non, c'était pas vrai en fait. Je l'avais dit, mais c'était tellement tentant d'y croire. Je comprends pourquoi, quand on lit ça sur un site BDSM, c'est tentant de lire un peu vite les avertissements qui disent « Ouais, mais c'est pas vrai, attention ». Donc faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé, ça vous aura plu, même si c'est essentiellement de la fantaisie, du fantasme de type BDSM sur les bords et sexe surtout. Et puis il faut reconnaître que je jouais quand même sur un terrain qui est assez connu, parce que le terrain de la vente d'esclaves, l'école d'esclaves, etc., c'est quand même des choses qui sont assez présentes dans les fantasmes et qu'on trouve quand même assez souvent dans des écrits, dans des mangas porno pour les adultes, bien sûr, des hentai, ce genre de choses.
Mais là, voilà, c'était ma version que je voulais vous présenter. J'espère que vous l'avez appréciée. Peut-être que ça vous aura donné des idées pour faire des scénarios avec des amis ou votre partenaire. Mais bon, hein, je me répète, ne cherchez pas cette école, elle n'existe pas, hein, je vous promets, elle n'existe pas. Merci de m'avoir écouté. Si je vous ai choqué avec ces dernières révélations, je suis désolé, hein, mais je pouvais pas ne pas le dire parce que quand même c'était vraiment un des fondamentaux de l'histoire. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu, et je soupçonne que ça a été le cas. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des idées d'épisodes pour le podcast, ou d'articles pour mon site, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, je suis preneur. Je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Et de façon spécifique, si ce format d'histoire, donc, vous a plu, si ça vous a intéressé et que vous voudriez que j'en refasse, n'hésitez pas à me le dire, parce que si je sais pas que ça plaît, évidemment, je suis pas très motivé pour en refaire, d'où l'importance de me faire des retours. Donc surtout, hein, n'hésitez pas, si ce genre de choses, ça vous branche vraiment, ça fera une vraie différence de me le dire. Ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.